je reviens en plein écran. Salut à tous, c'est Karim Debache. Je viens de commander à bouffer chez HelloFresh. Merci beaucoup à HelloFresh pour cette OP, en tout cas, pour m'avoir proposé ça. C'est cool. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et vraiment, n'hésitez pas. Moi, c'est un truc que j'aimais bien. Je vais décompresser un petit épisode de Télévisateur 2 et on va continuer sur Télévisateur 2. Je pense qu'on va pas jouer à Tiny Toon aujourd'hui. Je pense qu'on va juste se contenter de regarder des épisodes de Télévisateur 2 et qu'on jouera une prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup à toi, Amingo7, pour le sub. Que me dis-tu? Salut Karim, ma vie va beaucoup mieux depuis que je suis sub chez toi. J'arrive à voir tous les films en 3D sans lunettes grâce à ça. Ça donne des super pouvoirs. Je pense que tu as aussi un jetpack intégré désormais. Voilà. C'est quoi ton mix entre un humoriste déter et un groupe de rock stylé que tu mettais en même temps pour délirer, s'il te plaît, Karim? C'est un mélange entre des instrus de Fauve et l'humoriste Olivier de Benoît. C'est ça? Voilà. Voilà. Et du coup, alors je vous aime très fort, mais on va immédiatement repasser sur cette petite interface qui me permet de non pas jouer à des jeux vidéo, mais regarder Télévisateur 2, vu que j'ai décompressé le numéro 5. Voilà. Et je vois que déjà, en fait, quand je regarde le timer, ça fait déjà 2h05 que ce stream a commencé. Putain, merde. Attendez. C'est bon? Ouais, c'est bon. Que ce stream a commencé. Par conséquent, dans pas longtemps, on va s'arrêter en fait. Attendez, là vous avez l'écran en petit, mais c'est normal, ne bougez pas. On commence tout de suite par Skyblazer sur Super NES. Ce beat'em up de plateforme dans la lignée de Castlevania se distingue du lot de par son exceptionnelle jouabilité ainsi que par la variété de ses niveaux. Test complet lors d'une prochaine émission. Voilà. Ça c'est Skyblazer. Non, c'est Skyblazer ça. Effectivement, ça c'est vraiment cool. Allez. Donc un super jeu de plateforme, je crois que c'est Virginie si je ne m'abuse qui avait fait ce jeu-là. Jeu de plateforme action qui est vraiment cool. James Bond se prenait déjà pour un agent secret, maintenant il se prend pour Sonic. En effet, James Bond diffère totalement des précédentes versions, pour le meilleur et surtout pour le pire. Test complet dans quelques semaines. La dernière preview de la semaine est un beat'em up de plateforme sur Game Boy. Voici Darkwing Duck. Assez jouable et réussi visuellement, il devrait permettre de passer la version Game Boy, je la connais très peu. Ça, c'est un chef-d'œuvre sur NES. Au revoir. Putain, mais je suis pas... Attendez, c'est pas bien le... Non, c'est l'adaptation de Mister Mask, ce que vous voyez. Putain, horrible. Non, c'est bon. Pardon. Il était une fois dans le royaume de Perse un sultan et sa fille. Celle-ci était tombée amoureuse d'un jeune prince étranger. Mais l'ignoble sorcier Jafar ne voyait pas les choses de cette manière. Aussi, profitant de donc oui, on a vu des images de Darkwing Duck qui est un... J'y ai déjà joué sur NES, j'ai joué à la version NES en stream. Je l'ai pas fini, mais j'y ai un peu joué, c'était vraiment super. C'est un excellent Megaman-like en fait. Mais de Prince of Persia, le jeu mythique dont je vous propose de découvrir quelques-unes des adaptations sur console. Commençons par la version Super NES. Avec ses graphismes superbes et tous les détails qui ont été rajoutés, elle s'impose sans conteste comme la plus belle et la plus passionnante de toutes. Je connais pas cette version et je connais très peu en fait Prince of Persia. En vrai, j'y ai très peu joué. Les versions Mega Drive et Mega CD sont quant à elles plus proches du jeu d'origine, tel qu'il fut imaginé par Jordan Mechner. Un léger problème de maniabilité du personnage les rend sensiblement moins jouables, mais la qualité de l'animation est toujours la même. Un bon point pour la musique et la présentation de la version Mega CD. Foolish Sultan, you think you can return to Persia, but you're wrong.
Prince of Persia, c'est un jeu qui était assez spectaculaire pour la qualité de ses animations qui étaient rotoscopées, ça tout le monde le sait à peu près, mais c'était un peu fou. Au final, c'est assez précurseur de plein de choses. Les versions 3D de Prince of Persia, donc pas la version PC des années 90 qui est pas très intéressante, mais à partir des Sables du Temps. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir un remake dans pas longtemps des Sables du Temps. Il y a eu ça, je crois, qui a été annoncé ou quelque chose dans ce style-là. Mais en gros, il y a à partir des Sables du Temps, en fait, on peut considérer même les premiers Prince of Persia comme en fait les précurseurs de ce qu'est aujourd'hui Assassin's Creed, quoi. C'est-à-dire des jeux qui mettent vraiment l'accent sur le côté très animé des personnages et tout. C'est vraiment... Et j'adorais. Par contre, je connais bien les Sables du Temps. Il a été annoncé il y a 2 ans, d'accord. Mais Le Petit Prince est aussi présent sur console 8 bits, et notamment sur Master System. Comme vous pouvez le voir, visuellement, il a pas mal changé, mais la magie opère toujours. Et il y avait un système de combat comme ça, effectivement. Ah putain, sur Game Boy. Pour ce qui est des portables, notons une version Game Boy. Cette adaptation est à mon avis... C'est Flashback avant l'heure, effectivement. Et vous me dites ce que je ne savais pas, mais qui du coup me paraît tout à fait logique, que Assassin's Creed était un projet Prince of Persia qui a été transformé. Non, ça m'étonne pas du tout. Et enfin, tout frais débarqué sur micro-ordinateur, voici Prince of Persia 2, où Jafar revient prêt à se venger. On remarquera la qualité des décors, les nouveaux ennemis et toutes les trouvailles qui contribuent à renouveler un jeu déjà proche de la perfection. En attendant son arrivée un jour sur console, je laisse le mot de la fin à Jafar. Aladdin sur Mega Drive est un jeu tellement incroyable que nous sommes allés à la Cité des Anges à Los Angeles, en Californie, pour faire une petite enquête. Vous avez vu le Chinese Theater? Donc ça, c'est un cinéma assez très célèbre qui est sur Hollywood Boulevard. Un jeu tellement incroyable. Voilà. Non, ça, nous sommes allés à la Cité des Anges à Los Angeles, en Californie, pour... Ça, c'est le Chinese Theater. Donc c'est, vous voyez le truc avec les empreintes de stars. Parce que bon, sur Hollywood Boulevard, vous avez les étoiles avec les noms des gens, mais le truc avec les empreintes de stars, genre l'empreinte de R2D2, C3PO, c'est devant le Chinese Theater. J'y ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu comme film? J'ai vu... Je crois que j'ai vu Gravity là-bas. Et je crois que j'ai vu... Attends, ça, faudrait que Gilles me le reconfirme parce que je suis pas sûr. Gravity, je suis quasiment sûr de l'avoir vu là-bas. Mais peut-être j'ai une connerie. Si, non, je l'ai vu là-bas, Gravity. Et j'avais vu aussi... Merde. Ce film, je crois que c'est écrit par Shyamalan. Le truc dans un... Merde. Devil. De Shyamalan. C'est écrit par Shyamalan, je crois, Devil. Un truc avec un ascenseur maléfique. Faire une petite enquête chez Virgin USA. Quasiment aucun souvenir. Et comme vous allez le voir, Aladdin est réellement un jeu novateur. Ah, c'est cool. Nous avons tout d'abord rencontré un des concepteurs de l'équipe d'Aladdin, afin de savoir à quel point le travail avec Disney avait pu changer leurs habitudes. Travailler avec les gens de Disney, c'est une manière totalement différente de concevoir les animations en jeux vidéo. Eux, ils essayent de recréer à leur manière des dessins animés avec la qualité de leurs films. Et ça va jusqu'à la psychologie originale des personnages. Mais si vous travaillez sur les jeux depuis assez longtemps, vous avez des certitudes très ancrées en vous de comment les choses doivent s'organiser pour concevoir un jeu vidéo. Et à chaque fois que vous en faites un nouveau, vous avez tendance à le faire de la même manière. Il y a quelque chose de l'ordre de l'art, non, dans la façon dont ils ont incrusté sa tête. Moi, j'aurais mis un petit cadre, un petit picture-in-picture, une petite pipe, un petit PIP, quoi, picture-in-picture, en bas à droite, en bas à gauche. Là, c'est quand même... Longtemps, vous avez des certitudes très ancrées en vous de comment les choses doivent s'organiser pour concevoir un jeu vidéo. Et à chaque fois que vous en faites un nouveau, vous avez tendance à le faire de la même manière. Chez Disney, ils n'ont pas ce défaut et leur approche différente insuffle un nouveau regard sur les jeux vidéo. Et moi, j'espère conserver une petite partie de leur méthode de travail.
Disney a considérablement influencé le travail d'Aladdin sur Mega Drive. Nous avons demandé à Martin Alper, le boss de Virgin Game, qui est à l'origine de ce jeu. Disney a pensé que c'était une excellente opportunité de prendre l'un de leurs meilleurs films de tous les temps pour en faire un jeu original de la Mega Drive. En vrai, c'est mieux. En vrai, c'est mieux de garder le côté rectangulaire. Ils ont demandé à Sega s'ils voulaient bien collaborer à ce jeu, et ils se sont mis d'accord. Ce jeu est très original, mais comment s'est organisé le travail avec Disney? C'est une incroyable... Ils ont abdiqué. Voilà. Ils avaient trouvé un truc pas mal en rectangle, respectons le cadre en fait, tu vois, et là ils ont abdiqué. Ouais, enlève le moitié et puis collaboration. Voilà. L'équipe était formée de 33 personnes, 20 animateurs de chez Disney et 13 personnes de chez Virgin. Les graphismes, les cartes, les décors ont tous été créés dans l'immeuble où nous sommes. Après, les gens de chez Disney en Floride ont fait toutes les animations des personnages par des méthodes traditionnelles avec des pinceaux et des crayons sur du papier. Cette incroyable fluidité du dessin animé se voit dans le jeu. Cela ouvre une nouvelle porte pour toute l'industrie du jeu vidéo. Je dirige une compagnie de 220 personnes et je suis le seul qui ne joue pas au jeu. Ok Martin, on vous croit tous sur parole. En attendant, nous avons profité de cette visite chez Virgin pour faire un petit tour dans les couloirs et voir si nous ne pouvions pas glaner quelques informations sur des jeux à venir. Et bingo, nous avons surpris un dessinateur qui croquait discrètement un futur décor de Cool Spot 2. Inutile de vous dire que nous risquons d'attendre encore quelques mois avant de voir ce nouveau Cool Spot. Cool Spot qui était du coup, donc c'est un jeu Virgin aussi développé par les équipes de David Perry et qui pareil avait une animation très fluide et plutôt belle en fait. C'était un jeu sponsorisé par 7-Up et vous jouiez littéralement la mascotte de 7-Up qui était juste un point rouge qui était un Cool Spot. Ah! On connaissait déjà le Sonic héros de jeu de plateforme, voilà maintenant le Sonic boule de flipper. Et oui, c'est comme ça. Est-ce qu'il va la faire? Toujours prêt à tout pour contrer le maléfique Docteur Robotnik, le hérisson vedette n'hésite pas à se mettre en boule dans un jeu des plus flippés, sur Mega Drive. Target, bonus, bumper, les ingrédients classiques du flipper traditionnel sont réunis. Mais il y a plus, beaucoup plus. Sonic n'est pas une simple sphère, et il peut se servir de ses bras pour s'accrocher, par exemple. Et puis le jeu regorge d'idées. Monstre qui vous dévore, ami à délivrer, c'était émeraude à sympa comme récupérer. tout dans On est dans vraiment mes dans le souvenirs, monde de Sonic, mais en Spinball. flipper. Sonic Spinball est un jeu sympa, sans prétention, mais susceptible de vous amuser quelques temps. Ouais. C'est vrai qu'il faut aimer et les flippers et les hérissons, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais certains devraient apprécier. La note télévisateur, 77%. Vous pouvez jouer à n'importe quel jeu Sonic, même si vous n'aimez pas les hérissons. Par contre, posez-vous des questions. Pourquoi n'aimez-vous pas les hérissons? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ces petites bébêtes toutes mimi là. Elles sont adorables, c'est adorable les hérissons. Mais voilà, c'était assez injouable malheureusement. Alors j'en ai très peu de souvenirs, moi je me souviens que c'était à peu près correct, mais peut-être c'est dans ma tête. J'aime beaucoup les jeux de flipper. Comme je vous ai dit, à San Francisco, en compagnie de mon ami Gisela, on a beaucoup joué au flipper Indiana Jones. J'aime globalement beaucoup les flippers, le seul problème c'est que c'est hors de prix déjà, tu peux pas avoir un flipper chez toi parce que c'est beaucoup trop cher, et par ailleurs, même les flippers, les pincades, les flippers virtuels avec des écrans, c'est aussi un putain de budget à investir, quoi. Donc j'ai jamais eu de flipper à cause du prix, mais j'adore les flippers. Je trouve que la meilleure expérience pour pas trop cher, en fait, c'est de jouer en VR à des jeux de flipper. Ça fonctionne, t'es en VR, tu vois les trucs, tu peux te baisser, te rapprocher du flipper, ça fonctionne. Franchement, oui, c'est ça, c'est mes flippers préférés après les dauphins. Ça marche plutôt pas mal. Il y a FX Pinball qui est en VR, le 2 je crois. Vous pouvez jouer même il y a des flippers E.T. et des flippers Les Dents de la Mer si je ne m'abuse, auxquels vous pouvez jouer. Et il y a aussi, je me demande, non c'est pas Arcade Pinball. Si, c'est peut-être Arcade Pinball qui est dispo aussi. Parce que FX Pinball, c'est des flippers qui n'existent pas, mais qui du coup permettent des animations un peu faux-folles. Mais si vous voulez des vrais, des adaptations de flippers qui existent, vous avez Arcade Pinball et il y en a un autre que j'ai oublié. Que j'ai complètement oublié. Je sais plus ce que c'est, mais il y a Arcade Pinball et un autre. Voilà. Qui sont des vieux pinball en fait, qu'ils ont refait en 3D et vous pouvez y jouer. Il va encore s'enjailler sur la VR, stoppez-le. Eh ben, tu sauras que oui, Aekos. Ne m'arrêtez pas,
puisque oui, j'adore la VR. Je trouve ça super sympa. Et comment dire, il n'y a pas longtemps, j'ai joué à GZ Doom, GZ Virtual Doom, GZ Doom. Il y a Doom dedans et il y a GZ. Ne m'arrêtez pas. La VR, c'est super. Déjà, ça rime, donc c'est forcément vrai. Merde, j'ai oublié GZ Doom. Aidez-moi. C'est ça, c'est juste GZ Doom. C'est juste GZ Doom. Donc GZ Doom, si vous ne connaissez pas, c'est une version de Doom en VR. Donc c'est un mode la VR, c'est galère. Taisez-vous. Taisez-vous. Mais non, c'est GZ, mais c'est un autre parce que c'est GZ Doom, mais spécialement en VR. Je sais pas si c'est un nom spécial. En tout cas, il existe et ça tourne sur Oculus Quest 2, enfin sur MetaQuest 2, sans avoir besoin de PC. Ça tourne directement sur le casque. C'est une version de Doom qui existe en VR. Alors il faut que vous ayez acheté Doom, genre sur Steam par exemple, pour avoir le WAD qui correspond. Et vous pouvez le faire tourner en VR. Et effectivement, Yodaxi, j'allais y venir. Il existe une version de Zelda 1 en VR. Donc le premier Zelda existe en VR par le biais du moteur de Doom. C'est-à-dire que sur le moteur de Doom, il y a un mode de Doom qui est Zelda, le premier. Donc un refaisage du premier Zelda NES qui existe comme ça. Et il y a Castlevania aussi. Il y a une version Castlevania en VR avec le moteur de Doom et c'est absolument génial. Mais juste le fait de faire Doom, et je vous recommande, comment dire, oui, le Zelda 1 Doom est un peu naze. En fait, c'est pas ouf, mais en soi, c'est rigolo. C'est quand même rigolo. La version de Doom, je vous recommande d'y jouer en VR avec sa version voxel. Voxel Doom, c'est vraiment super. Vous avez des armes en voxel. Vous avez tous les personnages qui sont refaits en voxel. Pareil, tout le décor, etc., ce sont des voxels. Donc, voxel, c'est des pixels en 3D. C'est des volumes Element. Pour pixel, c'est picture Element. Voxel, c'est des petits cubes, en fait, qui construisent des images. Et vous avez une version de Doom qui tourne comme ça, où tous les éléments sont en fait des voxels. Donc, c'est pas vraiment des modèles 3D avec des polygones qui existent aussi sur Doom. Vous avez une version voxel et c'est génial à jouer en VR. Voilà. Je trouve ça génial. Doom en VR avec la version voxel, c'est absolument fantastique. C'est une super expérience de jeu vidéo. Voilà. Tous les jeux 3D devraient être en voxel. Fuck les polygones. Bon, j'en suis pas là non plus. Toi, t'es extrême. Et oui, Kanasan, t'as vu Compound en jeu VR, tu devrais kiffer. Alors je l'ai pas encore testé, mais j'ai vu à quoi ça ressemble. Donc Compound, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu récent qui reprend une esthétique de vieux FPS de type Doom, donc avec des pixels très sharp, aidez-moi sur le mot sharp. Ce n'est pas repeint, c'est net, le mot est net. Merci beaucoup à toi, le smoking de travers pour le sub, tu déchires. Voilà. Robo Recall, c'est génial aussi, effectivement, c'est absolument merveilleux. Non, tu l'as fait trop tard, ma blague, bruit du silence. Ne lui dites pas que les voxels sont rendus avec des polygones de toute façon. Non, mais c'est juste une question de, c'est pas une question de technique, c'est juste en termes d'effet, être dans Doom et avoir tous les éléments qui sont faits avec des pixels en 3D, enfin avec un effet voxel en fait, c'est complètement cool. Putain, je l'avais! Mascotte attitrée je l'avais de Sega, ça sur Master System. Sonic nous revient dans un nouvel épisode sur Master System. Bien sûr. Sonic KO. J'avais Toujours tous les Sonic Master Tails, System de toute façon. que vous pouvez vraiment manipuler cette fois. Il continue à contrer éternellement les dessins maléfiques du Dr Robotnik. Je crois que c'est genre le 3e. Autant vous le dire tout de suite, ce nouveau Sonic n'a rien de vraiment extraordinaire. La réalisation est d'excellente facture, le jeu plein d'idées sympathiques, mais quand on connaît les deux premiers Sonic, on ne découvre rien de révolutionnaire. Sonic reste Sonic. Le jeu va à 100 à l'heure et reste amusant à jouer, mais on sent bien que les programmeurs ne se sont pas trop fatigués. Ils n'ont eu qu'à utiliser les bases d'une recette déjà bien éprouvée. Et puis le jeu s'avère trop facile. Sonic KO est donc réservé aux fans du hérisson qui ne peuvent pas se séparer de leur mascotte. La note Télévisator, 79%. Un code pour le mode normal. Attendez. Entrée 56. Moi, 56, je trouve que 5, les Sonic Master System, ils ont de la valeur quand même. Voilà, parce que je me souviens que... moi, j'y ai beaucoup joué déjà, parce que j'avais pas de Mega Drive à l'époque, j'avais une Master System et j'ai quand même beaucoup joué. Et je trouve que c'était des jeux de plateforme émérites. Ils étaient beaucoup moins speed que les versions Mega Drive, évidemment, donc ça a enlevé de l'intérêt et de la spécificité de Sonic.
il y avait moins le côté bling, 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 bling. C'est-à-dire que quand tu te faisais toucher, je me souviens que tu perdais pas une espèce de... Il n'y avait pas des tonnes d'anneaux qui jaillissaient de toi, il y en avait un qui représentait tous tes anneaux, et c'est lui qu'il fallait récupérer. Donc ça changeait aussi un petit peu le gameplay dans ce sens-là. Mais c'était des jeux de plateforme tout à fait valables, qui étaient très intéressants. Voilà. 5-6, et vous aurez une surprise de taille. Attention, attention, on y va. Vous remarquez pas quelque chose de bizarre? Mais si, grâce au code 5656, les personnages du jeu sont devenus minuscules. Et c'est très rigolo. Oui, Robotnik, le jeu de le Tetris, enfin le jeu de... Oui, bien sûr, c'est super. L'intérêt de Super Bomberman. Regardez, tout en haut à gauche, le joueur blanc s'empare d'un gant. Grâce à cette option miraculeuse, il boxe la bombe qu'il vient de poser et l'envoie directement dans la tête du bleu. Lorsque les deux joueurs ont le gant, on peut réaliser de véritables parties de bomber tennis explosives. Regardez, le noir et le rouge descendent au bas de l'écran pour se renvoyer des bombes. Mais qui sera le plus rapide? Qui aura le dernier mot? Outre les gants, il y a dans Super Bomberman des options pieds qui permettent de mettre des coups de pied dans les bombes. En plus, vous pouvez arrêter la bombe dans sa course à tout moment grâce au bouton bleu. Il raconte Bomberman, on s'en fout, tout le monde connaît Bomberman. Ici, moi j'y ai un peu joué. Je suis pas non plus un gros joueur de Bomberman. J'ai pas passé tant que ça sur des Bomberman. Je crois que la version Wii, c'est celle à laquelle j'ai plus joué parce que je traînais tout le temps chez Gilles à ce moment-là et on jouait beaucoup à Bomberman Wii. Celui sur le sur le store là, de la Wii, je sais plus comment il s'appelle. Vous pouvez toucher un adversaire pour lui refiler votre maladie. Ici, la maladie du blond est l'auto-largage. Il largue des bombes. Ouais, la chiasse. Tout le monde appelle ça la chiasse. C'est la diarrhée. Tout le monde appelle ça la diarrhée. Il n'y a bien que lui, auto-largage. Non, c'est la diarrhée. Et il y a eu le Bomberman auquel j'avais vraiment envie de jouer et que j'ai jamais eu l'occasion de faire pour de vrai, mais parce qu'il se joue à plein, c'est la version Saturn. La version Saturn, c'est parce qu'elle se joue à 10, si je ne m'abuse, ou à 8, je ne sais plus. Peut-être à 8. Mais je crois que la version Saturn se joue énormément, et ça, pour le coup, Bomberman à 10, ça doit être vraiment mortel. Mais sera pris, lui aussi, à son propre piège. Allez, éclatez-vous bien sur Super Bomberman, et à bientôt. À 10, tu confirmes, mon oncle Alex. Waouh! Carrément, putain! Waouh! Ah ouais, ouais, ok. Oh putain. Alors je sais pas s'il parlait anglais, du coup. Est-ce qu'il parlait anglais en fait chez Télévisateur 2? Carrément quoi. C'est génial. Ça... Il y a de l'action, on détruit les copains, c'est génial. Quand on est en groupe, c'est vraiment génial, on s'éclate. On peut vraiment y passer des heures, c'est super. C'est incroyable. Des tas de niveaux, des tas d'items, c'est vraiment éclatant. On peut pas s'en lasser à plusieurs. C'est génial. C'était quel groupe? C'est l'éclat total, quoi, on fout des bombes partout et tout. En plus, ça se joue à 4, donc... C'est sur Bomberman. on peut s'éclater. C'est Body Count, c'est le groupe d'Esti. Il y a une diversité, on s'emmerde pas, quoi. On s'embête. Oui, c'est plus... Le mec qui fait non, on s'embête pas. Je voulais pas être vulgaire à la télé. C'est génial. Putain, cette session, elle était incroyable. C'était il y a 2 semaines, lors du Super Game Show, Télévisateur 2 était présent pour organiser le premier championnat français de Super Bomberman. Merci à toi, Dr. Jekyll, pour le Une prime. compétition qui promettait d'être explosive et qui le fut grâce à la participation de la fine fleur des lanceurs de bombes. Et ça repart avec classique et tout. Après une lutte acharnée des nombreux concurrents inscrits, le public survolté a pu assister à un véritable combat de titans entre les 4 finalistes. Il a vu la victoire d'un certain Ralph, venu d'Outre-Rhin pour donner une leçon à nos petits Bomberman français. Le petit rouge prend un coup de pied. Ça commence à quadriller sec. Oh, le blanc vient de donner un coup de pied pour se dégager. C'est monumental. Et le noir arrête pas de se faire assommer. Ah, j'adore. Là, le montage. Hop, gros plan. Très gros plan à la Sergio Leone. Oh là là, ça quadrille un coup de bowling. Et c'est Ralph qui remporte cette finale. Super Bomberman, bravo Ralph. On applaudit Ralph. C'est le meilleur bomber du salon.
Décidément super. Tiens. Super Bomberman ne laisse personne indifférent puisque même 2 des rappeurs purs et durs de NTM étaient présents pour exploser leurs copains. D'où Bodycount. On a fait vraiment 4-5 parties, mais bon, ouais, il a l'air hyper intéressant, mais bon, faut vraiment maîtriser l'affaire, quoi. Là, c'est assez difficile, là, sur vos premières touches, là, j'étais un peu dans le vent, quoi. J'ai rencontré les jeunes, ils m'ont mis une branlée. Déjà un petit peu, c'est marrant, quoi, à plusieurs, c'est éclatant. Éclatant. C'est génial. Putain, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que plus on va avancer dans les épisodes de Télévisateur 2, plus on va tomber sur ce genre de surprises incroyables? C'est fou. Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est fou. Just turtle power. Salut, ici Leonardo. Avec mon pote Donatello, on est heureux de vous présenter la borne d'arcade des Tortues Ninja. Pas vrai, Don? C'est ça le grand DJ Grand Écart. Exactement, Léo. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce que c'est que cette version? Elle me rappelle quelque chose. Yep, Don. En fait, elle a depuis été adaptée sur NES sous le nom de Tortues Ninja 2 The Arcade Game. Mais là, c'est l'original d'arcade. Et je crois qu'on peut jouer jusqu'à 4, chaque joueur prenant une tortue différente. Ouais, comme ça on peut jouer tous les 4 en équipe pour baffer plus facilement les sbires de Shredder. En revanche, tout seul, c'est plutôt la galère. Eh ouais, mais dis-moi un peu, mon vieux Léo, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Je finis par m'embrouiller complètement avec tous ces jeux sur nous. Je parie que le Foot Clan est encore dans le coup. Qu'est-ce que tu veux, Don? Nous, on lui en veut pas, Shredder. Mais il peut pas s'empêcher de nous pourrir la vie. Ou à conquérir le monde. Nous, les vacances, on connaît pas. Mais on a oublié de dire à nos amis qu'il s'agissait d'un pur beat'em up. Et qu'il y a de nombreux stages, avec un scénario progressif pendant tout le jeu. Il y a même de nombreuses scènes animées très réalistes où nous sommes à notre avantage. Tout à fait. Il faut signaler que la partie sonore est particulièrement réussie, avec des voix et des musiques qui donnent l'impression que c'est un véritable dessin animé. Encore heureux. Mais bon, il est vrai que Konami est l'un des grands spécialistes du son et des musiques de jeu. Oui, n'oublie pas aussi que ce jeu commence un peu à dater, alors qu'il n'en donne pas vraiment l'impression. C'est vrai, surtout qu'il est truffé de trouvailles telles que les boules qui dévalent les escaliers pour nous écraser. Ou des robots qui nous électrisent lâchement. De toute façon, devant un tel jeu, Don, on ne peut dire qu'une chose. Cowabunga! Thierry, j'ai pas eu le temps de noter le nom du premier jeu style Megaman. Il avait l'air bien, putain, je ne sais pas, je me souviens pas. Il y avait un jeu style Megaman? Darkwing Duck? Hang on, April. Je regarderai après Geek Studio. Et voici les previews avec. J'ai jamais joué à ça. Sur Super NES. Les décors sont beaux, l'animation réussie et la jouabilité est correcte. Néanmoins, ce jeu techniquement maîtrisé pêche purement par son manque d'originalité. Il se place ainsi dans la catégorie des jeux franchement moyens qui n'ont pas pour but de révolutionner le genre. Ça avait l'air pas ouf. Déjà, juste en voyant les images du jeu, tu sens, là pour le coup, la hitbox c'est pas ouf. Tu sens que c'est pas ouf. Et moi j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les trucs d'horreur pour enfants. La preview de la semaine, c'est Super Empire Strike Back sur Super NES. Très dur tout ça. Ce beat'em up de plateforme se situe totalement dans la continuité de Super Star Wars. Bah, c'est la suite. Les mauvaises langues disent tout de même que Lucasfilm Games n'a pas assez différencié les deux jeux dont le principe est rigoureusement identique. À part cela, Super Empire Strike Back est un jeu totalement réussi au niveau visuel et sonore. Test complet le mois prochain. Cool Spot, la petite pastille sur pattes, le voici de retour. On en parlait, donc ça c'était un jeu promotionnel, c'est une mascotte, c'est la mascotte de 7-Up. Mega Drive et sur toutes les plages du monde. Dans ce jeu de plateforme résolument humoristique, vous devez parcourir le littoral pour délivrer vos copains enfermés dans des cages. En chemin, vous êtes attaqué par une véritable ménagerie de crustacés en tout genre. Cool Spot est un jeu très cool. L'animation du personnage est d'une grande réussite et, ce qui ne gâche rien, la jouabilité est excellente. Ça va. En plus, le jeu est truffé de trouvailles plus éclatantes il y a plein de choses pas évidentes dans la réalisation des décors. En bonus, un soin tout particulier a été apporté à la musique. En résumé, Cool Spot sur Super NES obtient une note Télévisateur 2 de 90%.
Flashback. Après avoir cartonné sur Mega Drive, l'excellent Flashback arrive sur Super NES. C'est vrai que quand tu vois ça, je rappelle même le aujourd'hui, principe de ce jeu pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Vous êtes un professeur qui a été enlevé par une bande d'extraterrestres qui veulent envahir la Terre. Vous êtes amnésique et prisonnier. À vous de vous échapper et de retrouver la mémoire. Les qualités graphiques et sonores de ce jeu, ainsi que sa jouabilité, déjà présente sur Mega Drive, sont à nouveau au rendez-vous. Et les différences entre les deux versions sont négligeables. Ah ouais, c'était assez ouf. Mais c'est surtout cette scène d'intro, je m'en souviens très bien. Toutes ces animations, je les trouvais folles. Ce jeu français est vraiment de grande classe. La note télévisateur pour Flashback Super NES, 89%. Ouais, pourquoi pas. Blackthorn, absolument, je me souviens très bien de Blackthorn. Avec un mec avec un fusil à pompe. Ah bah tiens. Putain, c'était... Ah non, merde, pardon, j'allais dire ça tourne en boucle. Mais non, en fait, c'est mon lecteur qui tourne en boucle. Effectivement. Alors attendez, vous vouliez voir, je sais plus qui m'avait demandé... le début de l'épisode, il y avait apparemment un truc à la Megaman. Je voulais voir ce que c'était. Ça c'est Sky Blazer. Déjà pour un agent secret. Ça c'est James Bond. Preview de la semaine et ça c'est Darkwing Duck. Bah oui, à la Megaman c'est forcément Darkwing Duck. Je pense que tu parlais de Darkwing Duck. On s'en regarde un de plus. Il allait vite celui-là. Attendez, faut juste que je le décompresse. Je les ai téléchargés mais ils sont encore un peu zippés. Hop. Hop. Blackthorn, c'est Blizzard. Mais oui, je crois que tu as raison, Iki Game Dev. Let's go, décompresse. J'espère que tu vas bien, Noxtali. Je t'embrasse fort. Noxtali, c'est un copain dans la vraie vie, en fait. Hop. Karim, est-ce que cette époque te manque ? Me demande Matstar. Non, pas... Bah si, dans le sens où j'étais petit. Et du coup, je pouvais juste jouer à beaucoup de jeux vidéo et m'en foutre un peu du reste. C'est ça, mais c'est plus c'est plus le fait d'être petit plutôt que l'époque en soi. Moi, le monde du jeu vidéo, je t'avoue que j'aime beaucoup les jeux qui sortent aujourd'hui. Hein. Moi, tu vois, je trouve qu'il y a des... Même, je trouve ça incroyable. Elden Ring, par exemple, pour moi, c'est un phénomène incroyable. Au-delà de... Moi, je suis fan de Elden Ring. Je trouve que c'est un des meilleurs jeux que j'ai fait récemment. Je le trouve incroyable. Mais au-delà de la qualité du jeu, même si tu trouves Elden Ring nul, déjà, t'es fou. Non, c'est pas... T'as le droit de penser ce que tu veux du jeu. Mais en tant qu'événement de gaming, c'est fou, quoi. Parce que le truc est hyper populaire. Ça, c'est vendu à balles. Tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en parle. Alors que c'est genre un pur jeu de vrais joueurs, quoi. C'est pas du tout aseptisé de quelque manière que ce soit. Un pur vrai jeu de joueurs qui est devenu qui est un phénomène culturel avec un univers original qui s'inspire de à gauche à droite, hein, mais qui en soi, l'univers en soi est original. Moi, je trouve que c'est un événement de jeu vidéo comme qui est tout à fait comparable à un Mario de l'époque ou un Zelda de l'époque, par exemple. Merci beaucoup à toi, NB Dante, pour le sub que tu viens de prendre avec 3 mois d'avance. Elden Ring, c'est le feu, mais c'est une exception parmi les exceptions pour le coup. Alors oui, dans le sens où, effectivement, genre, un tel événement, oui, mais en même temps, il y a rarement eu des jeux aussi ouf que Elden Ring, quoi. C'est des trucs que tu compares à Ocarina of Time. Je vois, genre, ça arrive, encore une fois, hein, quel que soit l'avis que vous ayez sur les jeux que je cite, c'est juste en termes d'événements de gaming où tout le monde, peu ou prou, se retrouve autour d'un élément de jeu vidéo à dire ouais, tout le monde kiffe, tout le monde connaît, tout le monde y joue un peu partout dans le monde. C'est quand même rare un truc aussi fat. Mais après, il y a plein de très bons jeux. Hein. Qu'est-ce que je fais en ce moment Après, il y a des trucs. Ça, par exemple, j'en discutais avec Fred. Un jeu qui est, par exemple, qui s'est fait cracher sur la gueule quand c'est sorti, c'est genre, on parlait de Dragon Ball Z avec Fred récemment, et on parlait de DBZ Kakarot. Fighter, ça a été bien accepté et tout, ça passe. Kakarot, je suis en train d'y rejouer là en ce moment. Je le refais sur le Steam Deck en partie. J'ai une petite dizaine d'heures de jeu, j'y joue avant de me coucher et tout. Il y a d'énormes défauts dans Kakarot. Il y a plein de trucs qui sont pas complètement bien pensés, etc. Il y a des trucs un peu répétitifs, c'est parfois un peu chiant et tout. Mais pour avoir grandi dans les années 90, qui pourtant était la hype DBZ à fond, Kakarot, c'est en vrai meilleur que tous les jeux DBZ de quand j'étais petit. Hein. Genre, en vrai de vrai. Le truc le plus équivalent à Kakarot, ce serait franchement
Dragon Ball Legend sur Saturn. Je sais pas si vous vous souvenez, Dragon Ball, en français, c'est genre la légende des boules de cristal, ou je sais pas, un truc comme ça s'appelait. Il y a, c'était un jeu de baston, ok, mais il y avait des combats assez similaires à ceux que tu retrouves dans Dragon Ball Kakarot, dans le sens où t'avais... c'était 3 contre 3, tu t'approchais l'ennemi, tu frappais, enfin ceux qui ont joué à ce jeu-là. Mais en vrai, moi j'y ai rejoué il y a pas longtemps, c'est cool, hein, comme dans le concept, mais c'est quand même un peu chiant. Alors que Kakarot, le système de combat est à peu près similaire, il est beaucoup plus amusant, et en plus, autour, t'as plein de trucs. C'est-à-dire que même en pur jeu de fandom, c'est-à-dire on parle pas de grands jeux vidéo. Kakarot, c'est pas un grand jeu vidéo et tout, mais pur jeu qui est fait pour faire plaisir aux fans. Moi, je trouve que Kakarot est bien meilleur que tout ce que j'ai eu quand j'étais jeune, en jeu à la fois de combat, en RPG DBZ, tout ça, c'était... Vraiment, je trouve que c'est meilleur. Après... il y a d'autres trucs. On peut trouver les légendes des boules du dragon. La légende des boules du dragon. Ça s'appelle Artie Boule. Je suis pas sûr que ce soit ça. Je t'appelle en entier, pardon, Artie. Mais je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça. Mais voilà. Donc il y a. Je sais pas si. Non, je trouve que le monde des jeux vidéo, en fait, est au moins équivalent à ce qu'on avait à l'époque en termes de. J'allais dire de ratio. Après, il y a des défauts qui appartiennent aux différentes époques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement plein de trucs qui reposent sur les micro-paiements qui sont pas ouf. Il y a plein de systèmes de jeux qui sont peut-être moins agréables. Il y a le côté parfois de voir sortir des jeux où t'as l'impression qu'ils sont pas finis quand ils sortent. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Par exemple, j'ai été vraiment déçu à la sortie de Cyberpunk. Alors maintenant, apparemment, c'est cool, il tourne bien. Cyberpunk, je l'attendais comme un vrai très très bon jeu. Et bon, je vous dis rien d'original, hein. C'est vrai que tout le monde a été gueulé là-dessus. Mais c'est vrai que là, tu te dis, ouais, c'est un peu du foutage de gueule. Parce que là, c'est vraiment genre, il manque des morceaux. Enfin, genre, vous avez pas fini le travail, en fait. Et du coup, vous nous proposez ça en se disant, ouais, ça va être updaté. Ça, c'est un mal de l'époque. Mais je veux dire, il y avait des problèmes avec l'exploitation des jeux vidéo aussi à l'époque. C'était d'autres problèmes, en fait, qui correspondaient plus aux années 90 et aux années 2000 qu'aujourd'hui. Mais non, je pense vraiment qu'il y a plein de belles choses qui se passent en jeu vidéo et je pense pas qu'il y ait eu... Après, il y a des époques meilleures que d'autres. Je veux dire, oui, il y a des périodes où les gens sont un peu plus créatifs, où ils ont plus d'idées, où ils ont des technologies qui leur permettent aussi d'aller plus loin parfois. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, je trouve ça vraiment sympa. C'est-à-dire que même, moi, j'adore, je sais pas, genre dans les années 90, il y avait des jeux Star Wars... alors, non, parce que j'étais pas un joueur PC aussi. J'étais pas un joueur PC. Donc déjà, ça change le truc. Parce que ça va changer ce que j'allais dire. Parce que j'allais dire, il y avait des jeux sympas, mais j'ai adoré jouer à Fallen Order. Fallen Order, je l'ai fini et tout, j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai kiffé l'expérience de jeu. Et à l'époque, sur Super NES, en fait... Et alors après, j'exclus le PC, parce qu'en fait, sur PC, il y a eu des jeux de ouf, mais moi, je ne jouais pas. En termes de pure gaming console, franchement, il n'y avait pas beaucoup de jeux Star Wars aussi cool que Fallen Order. Mais après, pareil, c'est un jeu qui a des défauts. Mais je veux dire, en vrai, les Super Star Wars qu'on vient de voir, ils avaient des défauts de ouf. Hein. Franchement, Super Star Wars, c'était des bons jeux. Ils étaient un peu punchy et tout, mais ils étaient durs du cul, quoi. Tu les finissais pas... Tu jouais pas, tu mourais, quoi. Enfin, c'était vraiment, vraiment très dur. Donc... Je sais pas. Il y a aussi, effectivement, Jean Vegeta qui dit aujourd'hui, on peut consommer du jeu vidéo beaucoup plus facilement qu'avant aussi. Oui, c'est vrai qu'on a accès à des trucs. On a accès à beaucoup de variétés aussi. Puis il y a aussi le fait que les jeux du passé existent toujours aujourd'hui, alors que dans le passé, les jeux d'aujourd'hui n'existaient pas. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours cool. Voilà. Mais je pensais à Jedi Knight, voilà, pour dire vraiment des très bons jeux Star Wars. Et pareil KOTOR, mais moi, ça, j'y jouais pas à l'époque, quoi. Le mieux actuellement pour moi, nous dit Noiseta, ce sont les jeux rétro récents, genre Celeste, Inscription, Undertale, Noita ou encore Signalis. Ils s'inspirent de vieux jeux en effaçant toutes leurs erreurs et c'est un peu la quintessence. Oui, c'est vrai qu'il y a une scène rétro-moderne, je sais pas si c'est un nom, si on doit appeler ça du néo-rétro ou des trucs comme ça, je sais pas, mais qui est aussi vraiment assez cool, quoi. Voilà. En fait, il n'y a pas grand-chose de... Enfin, je sais pas. J'aurais du mal... Même en cinéma... Si vous voulez, après, il y a des domaines dans lesquels c'est moins intéressant. C'est-à-dire que moi, les blockbusters hollywoodiens d'aujourd'hui me plaisent pas. Mais ça concerne vraiment que les blockbusters hollywoodiens, quoi. C'est pas le cinéma, c'est pas le divertissement, c'est pas le truc. C'est ce qui sort des gros studios aujourd'hui. Je trouve ça pas ouf. Et il y a eu des périodes où j'ai trouvé ça moins ouf que d'autres. Mais là, c'est vrai que je trouve ça pas ouf. Mais comment dire ? Ça veut dire qu'il y a d'autres trucs à côté, en fait, qui sont cool aussi. Et on peut aller voir à côté aussi. Enfin voilà, je trouve que... Je sais pas, après, qu'est-ce que j'ai eu comme jeu récent que j'ai kiffé ? Après, comme d'hab, moi, je suis pas un mec des trucs récents, donc les trucs, je les connais à retardement. Enfin, mais qu'est-ce qu'on a eu comme bon jeu ? Ify Rush, apparemment, c'est super, mais je l'ai pas testé. Je sais pas si vous avez des gros jeux récents. Non, la dernière grosse claque, c'était Elden Ring. Voilà. Merci à toi, Lucky Chronos. Mais... It Takes Two, c'était super. C'est vrai, je l'ai fait en entier avec Gilles, ça, c'était super.
Non, je trouve qu'il y a des choses vraiment super en jeu vidéo aujourd'hui. Vraiment, pour le coup, franchement, Doom Eternal, c'était incroyable. Chain Echoes, c'est bien, mais pour le coup, c'est rétro gaming. Enfin, c'est rétro moderne, quoi. Breath of the Wild, lui aussi, c'était incroyable, effectivement. Breath of the Wild, c'était complètement fou. Après, c'est pas ces derniers. Oui, si, c'est très récent, t'as raison. Breath of the Wild, c'était ouf. Vous me dites Hotline Miami, moi j'ai adoré Hotline Miami. Hades, j'ai kiffé Hades aussi. Hades, c'était super comme expérience de jeu. God of War, je le commence tout juste. J'ai joué 3 heures à peu près à God of War, le nouveau. Mais j'ai trouvé ça génial aussi. Et les Spider-Man, ils sont incroyables. Moi, tu m'aurais donné un jeu comme Spider-Man, ou que ce soit le dernier, ou que ce soit Spider-Man ou Miles Morales, là, les deux. Tu m'aurais donné ça en 2002, j'aurais pété un câble, j'aurais explosé, quoi, en fait. J'aurais fait, mais attends, c'est incroyable. Le fait qu'il y ait des jeunes aujourd'hui qui puissent jouer Red Dead, c'est incroyable. Quiconque aime les westerns, est obligé de kiffer Red Dead, quoi. Tu peux pas. Peut-être pas tout le monde, tu vois, mais je sais pas, Red Dead 2, c'était une expérience de jeu vertigineuse. Mais même GTA 5, bon, maintenant ça commence à dater, hein, ça fait 10 ans, GTA 5. Mais GTA 5, c'était incroyable. Puis GTA 4 aussi, d'ailleurs, tu vois, donc je sais pas, c'est. Oui, les Spider-Man PS2 étaient pas mal, ils étaient même bien. Moi, les adaptations des films étaient vraiment sympas. J'ai joué aussi au premier Spider-Man sur PS1, que je trouvais excellent à l'époque aussi. Mais en vrai, je sais pas, si t'es fan de super-héros, entre la saga des Arkham et les Spider-Man, déjà, t'as de quoi faire. C'est incroyable, c'est des jeux fantastiques, quoi. Je sais pas, tu vois, Alors, Kanasan, tu me dis quoi? Kakarot, c'est cool, mais c'est le énième jeu DBZ. J'aurais aimé un vrai RPG Dragon Ball. Ah oui, c'est vrai, ça aussi, moi aussi. Avec Petit Goku, où tu galères à la chasse contre des gros monstres, où tu débloques le Kameha après 20 heures de jeu, tu utilises les capsules de Bulma pour te faire des véhicules. Oui, ça, c'est vrai qu'il y a le côté, on a beaucoup vu l'histoire de Dragon Ball Z effectivement adaptée. Ouais. Mais quand même, ça reste un super jeu. Tu vois, moi à l'époque, je m'amusais avec le premier Super Butoden, avec même la Légende Saiyan, quoi, qui était un jeu de combat réglo, mais c'est quand même, tu vois, c'est genre. Tu vois. À l'époque, ça passait pour des jeux vraiment bien. Et on gueulait. Alors que, tu vois, Kakarot, quand c'est sorti, les gens, ils ont dit, ouais, c'est plutôt de la merde, il y a tel ou tel défaut. Et c'est vrai qu'il y a des défauts, tu vois. Mais c'est peut-être aussi que nous, on regarde les jeux un peu plus vénères aussi, j'ai l'impression. Peut-être les gens sont un peu plus énervés par rapport à ce qui sort, quoi. C'est vrai que c'était dans les années 90. Et après, c'est les journalistes aussi étaient enthousiasmés partout. Et c'est moins le cas aujourd'hui. Mais non, je sais pas, tu vois. Go jouer à Dragon Ball Advance, c'est vrai, Noiseta, effectivement. C'est pas, après, pareil, c'est pas un jeu de ouf, Dragon Ball Advance. C'est sympa, mais c'est pas non plus un jeu de ouf. Mais par contre, c'est cool, parce qu'au moins, c'est un jeu Dragon Ball, quoi. Non, je sais pas. Je trouve pas que les jeux vidéo, en tout cas, soient moins bien aujourd'hui qu'hier. Et de toute façon, je vois pas quelle métrique, quelle donnée on peut analyser pour arriver à une conclusion telle que celle-ci. Je ne comprends pas comment on peut arriver à cette conclusion-là et quels sont les critères, en fait, sur lesquels on peut se reposer, quoi. Et un bon jeu de Stan Seiya, peut-être un jour. Je sais pas. Ça, j'attends encore. Voilà. En même temps, on demande aux journalistes d'être plus critiques et moins vendus. Mais c'est pas une critique. Je disais pas genre ah merde, les journalistes sont plus critiques et moins enthousiasmés. Ils devraient pas l'être. Ils devraient s'enthousiasmer de peu. C'est pas ce que je dis. C'est juste pour essayer d'expliquer en fait le fait que un jeu, comme mon exemple, on retient toujours. Pourquoi est-ce qu'un jeu comme Kakarot a été plutôt mal perçu par les gens, alors qu'un jeu comme Dragon Ball, la Légende Saiyan, était plutôt considéré comme un excellent jeu, une excellente adaptation de la licence Dragon Ball Z quand j'étais jeune. Tu vois ? Alors, parce que objectivement, Kakarot est bien supérieur en termes de respect de la franchise que la Légende Saiyan ou Ultime Menace, quoi. Moi, c'est des jeux que j'avais quand j'étais petit. J'y ai joué, je me suis beaucoup amusé. En vrai, Kakarot, c'est mieux. Fighters, c'est inespéré. Genre, un jeu comme Dragon Ball Fighters, pareil, c'était inenvisageable dans les années 90. C'est fou à quel point c'est bien par rapport à ce qui sortait, quoi. Voilà. Mais Fighters, ça a été bien reçu. Donc, bon. Et un bon jeu Cobra, pourquoi pas. L'animé, pas Stallone. Mais non, mais moi, je veux aussi un jeu Cobra avec Stallone. Et on va reparler de Aladdin. Ah, peut-être qu'on va avoir le test de la version Super NES de Aladdin. L'événement en nous proposant Aladdin sur Super NES. On retrouve dans cette version tous les éléments qui ont fait le succès des grands jeux de plateforme Capcom. Et certains passages rappelleront aux connaisseurs des hits comme Mickey ou la série des Megaman. Aladdin, qui a un air de Prince of Persia, bénéficie d'une grande richesse de mouvements. Il court, il saute, il lance des pommes.
Il fait des pirouettes en envoyant valdinguer ses adversaires et surtout peut s'accrocher aux plateformes ou se balancer comme un cascadeur. Voilà. Si le jeu se finit un peu trop rapidement pour un joueur aguerri, il devrait pourtant satisfaire tous ceux qui ont adoré Aladdin, le film. Les niveaux sont variés, les décors souvent magnifiques, l'humour et la bonne humeur omniprésents. Regardez ici, les plateformes changent de tête quand on les foule. Effectivement, c'est sympa, mais vous voyez que c'est quand même beaucoup moins proche que la version Mega Drive. Le génie qui crée des nuages et des cartes pour que Aladdin puisse s'envoler dans les airs. Bref, voilà un jeu de qualité et ne trahissons pas le dessin animé. Du coup, et malgré une bande sonore bâclée et une durée de vie limitée, Aladdin sur Super NES récolte la très bonne note de 89%. Ils avaient mis combien la version Mega Drive? Alien 3. Alien 3. Adapté du Alors un flash de Alien 3. Célèbre beat'em up de la Neo Geo, Art of Fighting sur Super NES en est une copie conforme. Seule différence, les graphismes et les musiques sont de moins bonne qualité, les combats moins ardents et le plaisir de jeu diminué. Merci à toi Slumper pour le Prime, tu déchires. Par ça, tout est ok. Mais on ne lui accorde pas plus de 50%. Attendons plutôt Fatal Fury 2, qui doit également être converti sur Super NES. Il semble beaucoup plus réussi. Moi je connais pas bien, c'est des sagas que je connais peu. Je pourrais pas dire grand chose sur Art of Fighting. X-Men. Celui-là il était ouf. Ça c'est ouf. Super. Konami hein. X-Men. Au firmament des super-héros, il est une équipe dont la bravoure n'est plus approuvée. Save the city. Leur nom, les X-Men. Ils se sont envolés des cases de leur bande dessinée pour atterrir dans un jeu d'arcade tonitruant. Leur mission, sauver la ville du joug du terrible Magneto, le maître du magnétisme. C'est cool comme des Magneto, le maître du magnétisme. C'est un super jeu ça. C'est un beat'em up furieux. Vous pouvez y casser du fer-pilin à foison sur fond de musique débridée. Excellent. Il a dit excellent. Alors attendez, parce que oui, je vais parler quand même de ce fantastique jeu qui est X-Men effectivement en arcade, qui est un jeu un beat'em up Konami, qui est extrêmement fidèle au dessin animé en fait, X-Men des années 90, qui lui-même reprend les designs en gros de Jim Lee. Oui, c'est Jim Lee, hein. C'est les designs qu'on connaît des X-Men, ça vient de Jim Lee, je crois. Oui, je suis quasiment sûr. Je dis peut-être une connerie, je suis désolé si je confonds, mais je crois que c'est les designs de Jimmy. Et il était génial, et on pouvait y jouer à 6 sur une énorme borne. Ce qui est complètement cool d'avoir un beat'em up tel que celui-ci à 6. En plus, il y a des super non, Jim Lee, pas Ghibli. Jim L-E-E. Je me gourde de blaze ou pas? C'est pas grave. Vous rechercherez, vous trouverez. C'est très facile. Il est très connu pour les mêmes designs que ceux de la série animée de. Et voilà. Et du coup, ça, le jeu est super fidèle. Vous pouvez jouer à 6. Il y a des super persos. Il y a Nightcrawler notamment que vous pouvez jouer dans le jeu. C'est excellent. Bien connu des possesseurs de la NES, Little Nemo était à l'origine une BD américaine très connue du début du siècle. Cette BD avait déjà eu les honneurs du jeu vidéo en tant qu'adaptation sur bande d'arcade. Cette fois, Nemo est réveillé par un gentil nounours qui lui demande de devenir le compagnon de jeu d'une belle princesse. Bien sûr, tout se passe mal. Nemo réveille par inadvertance les monstres du coin, et qui plus est, la princesse est enlevée. Notre ami part donc à la rescousse de sa dulcinée, traversant pour cela des endroits aussi hétéroclites que sa salle des jouets. Si je ne m'abuse, il y a un jeu NES aussi qui est tiré de ça. Tout cela, allié à des graphismes magnifiques et une animation dantesque, donne un jeu mignon tout plein qui a eu le mérite de plaire aussi bien aux jeunes qu'aux autres. Vous arrêtez de jouer. Ah, Bubsy. Eh bien, c'est tout simple. Ils vivent leur vie. Regardez Bubsy. Lorsque vous le laissez tomber, il tape du pied, vous appelle et va même jusqu'à cogner l'écran de votre téléviseur pour vous rappeler à l'ordre. Incroyable, non?
Qui a dit que les héros de jeu n'avaient aucune personnalité? Regardez Rocket Knight. Après avoir respiré un grand coup, il sourit et vous fait les yeux doux. Ah, Buster. Buster, notre lapin préféré, adore danser dans la version Super NES des Tiny Toons. Mais sur Mega Drive, il va s'endormir, vexé que vous l'ayez laissé tomber. Et réveille-toi, Buster. Tu pensais à Jack Kirby pour les X-Men, je suppose? Non, pas du tout, Jack Kirby. Non, Jack Kirby, c'est pas du tout l'esthétique des années 90. Attendez, je vais vérifier, parce que je pense vraiment que c'est... Mais peut-être je me gourre. Pour moi, c'est... Si je tape Jim Lee X-Men... Et oui, c'est ça. Il y a une très grande double page très connue avec Magneto à droite. Oui, c'est ça, c'est Jim Lee, je confirme. Et non, Jack Kirby, son design est très très différent. Remarquez, dans d'autres jeux, les personnages sont contents que vous arrêtiez de jouer. Dans Global Gladiator, les héros en profitent pour faire des boules et des bulles avec leur chewing-gum avant de repartir avec vous combattre la pollution. C'est comme Pugsley dans Addams Family 2. Il mange. Je l'avais. Addams Family 2, qui était donc Scavenger Hunt. Pugsley Scavengers Hunt. La chasse au trésor de Pugsley. En fait, je l'avais. C'est un jeu effroyable. Enfin, c'est un jeu qui est vraiment bien. C'est tiré de la série animée Famille Addams, contrairement au premier jeu Famille Addams, qui est tiré du film, et à Addams Family Values, qui est tiré du deuxième film, Les Valeurs de la Famille Addams, qui est un jeu d'action-aventure vu du dessus, un peu à la Zelda, où vous jouez Fester, qui s'inspire un peu du jeu Fester's Quest sur NES. Celui-ci est tiré de la série animée, et le jeu était très bien, mais il était d'une difficulté de bâtard. Ça, un jour, peut-être, je vais en faire des streams de celui-là. Parce que c'était tellement dur, mais c'était un jeu vicieux, c'était un jeu méchant. C'était un jeu qui était méchant avec les enfants. Celui-là, il faudrait vraiment, vraiment le retester parce qu'il était horrible. Des grimaces. Enfin, le jeu était cool, c'était beau, mais... C'était un cauchemar. Et le plus beau des mouvements d'un héros lorsque vous arrêtez de jouer, c'est celui d'Aladin sur Mega Drive. Je vous laisse admirer. Et Aladin, il est plus classe que Chuck Rock, qui tire la langue, fait des grimaces et se gratte les fesses. Bon, on se quitte avec Monsieur Sonic, Jurassic Park, Bart Simpson et bien sûr Cool Spot, qui lui fait du yo-yo, nettoie ses lunettes, fait des... Celui-ci aussi, c'était Bart's Nightmare. Je l'avais également sur Super NES, qui était une merde aussi. Il faudra que je le teste. J'aimerais beaucoup faire des trucs sur les Simpsons, et notamment Hit and Run. J'aimerais bien faire Hit and Run. Balle à mesure et les Cool Spots. Allez, à plus. Ah, merci Canard PC pour le raid que vous venez de faire. Gros bisous à vous, j'espère que vous allez bien. Même si on est sur le point de se quitter, parce que ça fait 3 heures qu'on stream, je vais arrêter tout bientôt. Mais merci beaucoup, je vous embrasse très fort. Et merci à toi, Macraou, pour le prime. Les plus répandus. Alors donc là, on a assisté quand même à un segment. Salut à tous, coucou, bonjour. On a assisté à un segment sur donc les idols, sur les positions, qu'est-ce qu'ils font les. C'était un vrai truc. C'était un vrai truc à l'époque. Tous les jeux devaient avoir ça. Si t'arrêtes ton perso, il faut qu'il bouge et qu'il fasse un truc rigolo. Il y avait, qu'est-ce que je me souviens comme truc sympa là-dedans? Conker, il sortait une Game Boy et il jouait à la Game Boy. Il y avait les trucs un peu méta, j'aimais bien. Les personnages qui sortaient leur Game Boy pour jouer, ça, je trouvais ça sympa. Voilà. Tout d'abord, dans le clan des 16 bits, nous trouvons la Mega Drive et son alter ego, le Mega CD. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que la Mega Drive n'est qu'une version relookée de l'ancien modèle et qu'aucune modification technique n'a été apportée. C'est pire que ça, Cyril. Merci beaucoup à toi, Flake la Mangouste, pour le Prime. C'est pire que ça, c'est qu'en fait, la Mega Drive 2 avait une moins bonne connectivité. C'est-à-dire la sortie vidéo de la Mega Man 2 était plus nulle que la sortie vidéo de la Mega Man 1. Voilà. Étant la première sortie, elle dispose d'un parc de jeux assez important, même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Tendance qui s'inverse avec des jeux tels que Aladdin ou Rocket Knight. Ah, vous ne connaissez pas, vous saviez pas qu'il y avait 2 Megaman? Taquan So, tu savais pas? Il y avait 2 Megaman, je suis en ouf. Là, j'ai dit Megaman en fait, c'est ça que tu notes. C'était Mega Drive que je voulais dire. J'ai dit la Megaman 1, je suis un psychopathe. La Mega Drive, il y a eu 2 Mega Drive. Désolé. Après, il y a eu aussi Megaman 2, qui était très connu, peut-être même plus que le 1 en France. Mais oui. Non, il y avait 2 Mega Drive, et il y avait 2 Mega CD aussi, du coup. Parce que le Mega CD 1, c'était sous la Mega Drive 1, et le Mega CD 2, c'était à côté de la Mega Drive 2.
Quant au Mega CD, qui n'a pas tenu toutes ses promesses, on peut quand même trouver des perles telles que Thunderhawk. Concurrente directe de la Mega Drive, la Super NES plus récente dispose de qualités techniques supérieures. Quant à sa Logitech, elle est très fournie elle aussi. Tous les styles de jeu y sont représentés, mais généralement plus coûteux. Il disait Logitech ? Il disait pas Ludotech à l'époque, il disait Logitech. La baston avec le mythique Street Fighter 2 et son extension survitaminée Street Fighter 2 Turbo. La stratégie et la réflexion avec SimCity, le jeu où vous devez développer une ville dont vous êtes le maire. Ah, il y avait aussi la Genesis. Non, la Genesis, c'était juste le nom de la Mega Drive aux États-Unis. Ce qui fait qu'aux États-Unis, le Mega CD s'appelait le Sega CD, étant donné qu'il n'y avait pas de notion de méga. Je crois que la Saturn devait s'appeler la Giga Drive aussi. Ça, c'était Giga Drive, là, c'est commencé à devenir vraiment trop ridicule. Et enfin, les plateformes, avec par exemple Mario All Stars, la compilation des jeux mettant en scène le plus célèbre des plombiers. Fantastique. Passons maintenant à la Rolls des consoles, j'ai nommé la Neo Geo. Littéralement, qui coûtait 2700 €. Mais surtout très cher. Plus cher. C'est la machine de la démesure. Des bourgeois, c'est la machine des bourgeois. Au niveau du nombre de jeux disponibles. Avec ses sons et ses graphismes tonitruants, elle a tendance à s'orienter plus particulièrement sur les jeux de baston, tels que World Heroes 2 ou Art of Fighting, ou encore la série des Fatal Fury, qui arrive presque au niveau de Street Fighter 2. Ah, il est bien celui-là, le spécial. Voyons maintenant les consoles NEC, beaucoup moins répandues sur le marché français et dont les jeux sont disponibles en import à un prix généralement supérieur à la moyenne. Notons que ceux-ci existent en carte mémoire ou en CD pour la Duo, les cartes mémoire étant compatibles avec la GT, portable de la gamme. C'est vrai que ça, c'était un truc de ouf. En fait, pour vous expliquer, du coup, la PC Engine, donc, qui est la console de NEC, qui existe dans une tonne de versions, mais qui sont même... Moi, j'ai une PC Engine Shuttle et une GT... Ah merde, putain. Une Core Graphics, je crois. La orange. Je sais plus. Enfin, celle qui a les lignes oranges sur la manette. Mais du coup, ouais, ça existe en plein de versions. Et donc, la Turbo GT, en fait, c'était une Game Boy. Enfin, c'était une console portable sur laquelle... Alors, je crois que c'était que au Japon, mais tu pouvais regarder la télé. Donc ça, déjà, c'était techno de ouf. Et surtout, en fait, les cartouches que tu mettais dans ta Turbo GT sont les cartouches de la PC Engine de salon, quoi. Ça, c'était un truc de ouf. Un truc que maintenant, bon, je ne vais plus rêver personne. Je veux dire, c'est imaginer que la Game Boy, en fait, soit tes cartouches Super NES ou NES que tu mets... Core Graphics 2, c'est celle-là que j'ai. Ouais. J'ai une Shuttle et une Core Graphics 2. Issue d'une technologie bâtarde entre 8 et 16 bits, c'est une excellente machine avec des jeux de très bonne facture, malheureusement très mal distribués. Ça, c'était cool. C'était quoi, Gilou? Merde, comment il s'appelle celui-là? Est-ce qu'on peut virer le monteur? Qu'est-ce que c'était que ça? C'est quoi ça? Non, c'était pas Strider. Il y avait c'est Girus, c'était ça, c'est Girus, pas Aginou. C'était bien sur Mega Drive ça. Et il y a comment dire, parce qu'il y a quelqu'un qui dit comme la Switch. En fait, les cartouches notamment de DS ressemblent un peu les cartouches PC Engine. Elles étaient toutes fines, toutes petites, elles étaient trop classe, je trouve. Il y avait un peu ça, je crois que c'est sur DS. Hein. Attends. Sur DS, même les jeux Switch, en fait, ils ressemblent un petit peu. La cartouche ressemble un petit peu au. Mais là, c'était n'importe quoi, c'était complètement Tetris avec la musique de Zelda. Passons sur les consoles 8 bits, NES et Master System, amenées à disparaître à plus ou moins long terme. Oui, et les Ducard. Plutôt ce que nous offre le marché des consoles portables. Tout d'abord, la Game Boy, qui est la moins avancée technologiquement, mais la plus créative au niveau des jeux. En effet, elle s'offre par exemple le luxe de nous offrir certains des jeux d'aventure les plus fabuleux, tels que Zelda ou encore Mystic Quest. Alors oui, ici Zelda et Mystic Quest évidemment. Moi le choc c'est quand même Zelda. J'avais aussi la version DX sur Game Boy Color, mais le Zelda Link's Awakening c'est toujours aujourd'hui, c'est hallucinant. En fait c'est hallucinant, je sais même pas comment ça rentre. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'était que les jeux Game Boy en fait au moment où Link's Awakening est sorti. C'est hallucinant que ça tienne dans une cartouche Game Boy, c'est fou quoi. Après il y avait d'autres jeux de ouf, moi je trouve que Super Mario Land 2 c'est un truc de ouf. Mais celui-là, c'était déglingué, quoi.
comment ils ont fait ce jeu, quoi. Mystic Quest, c'était bien, c'était chouette, mais Zelda, c'était fou. Comparée à sa concurrente, la Game Gear, elle fait pourtant bien démunie. Avec son écran couleur et éclairé, la Game Gear fait figure de NEC plus ultra. Malheureusement, les jeux ne sont pas toujours à la hauteur, même si des surprises comme la série des Mickey ou Otifants nous parviennent parfois. Moi j'aimais beaucoup les Mickey. Master System surtout, un Castle of Illusion Master System, j'ai beaucoup joué à l'époque. Vous avez pris des notes, alors maintenant, c'est à vous de jouer. Et en 10e position de ce top réalisé par les journalistes de Télévisator, on retrouve Fatal Fury Special sur Neo Geo. Ah, il était bien. Je crois que c'est celui-là, c'est le Special. On se rappelle tous que ce beat'em up lui avait mis les larmes aux yeux tant sa qualité technique et sa jouabilité étaient exceptionnelles. Remets-toi Chris, on n'en est pas encore à Street Fighter. La 9e position est occupée par les Tortues Ninja Tournament Bah, Fighter. on y a joué avec Gilles, celui-là, si vous vous souvenez, c'était hyper cool. Il s'agit encore d'un beat'em up qui reprend fidèlement l'univers des Tortues Ninja. Ce jeu était tellement impressionnant que Ugly était devenu marteau et n'avait pas hésité à le comparer à Street Fighter 2. Bah, c'est lui qui se compare en tout ça. En 8e position, Jungle Strike sur Mega Drive. Quand Freddy, notre réalisateur, découvrit ce jeu, il fut tellement marqué qu'il faillit se raser la moustache par accident. Non, Freddy, tire pas sur la maison blanche. C'est lui qui m'a fait découvrir ça. On passe directement à la 5e position car 3 jeux sont à égalité. Voici Mystic Quest sur Game Boy. Lors de son test, Jean-Phi, alias Jean-Phi le méchant, s'y était plongé à fond. Après plusieurs semaines d'entraînement, il arrive à le terminer en 15 minutes avec les mains attachées dans le dos. Bravo Jean-Phi. C'est un super jeu. Il a été remaké, je crois, sur GBA, si je ne m'abuse. Également 5e, Flashback sur Mega Drive, créé par un concepteur français. Ugly l'avait testé lors de la toute première émission de Télévisator le 17 mars 1993. Et depuis, la cartouche n'est pas sortie de sa Mega Drive. Toujours 5e et ex-aequo, Aladdin sur Mega Drive. Rappelez-vous que lors de l'émission spéciale, Cyril jouait le rôle d'Aladin. Marqué durement par ce rôle qui devait être tenu initialement par Gérard Depardieu, il n'arrête plus, depuis, de frotter sa lampe de bureau avec un turban FBI. Là, j'ai pas la ref. Là, ils m'ont dépassé. Là. Je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence. J'ai rien compris à ce qu'il raconte. Salut, Click le Clown. Je ne... Voilà. On va faire comme si ça avait du sens. Voilà, on va essayer de penser à autre chose. Faire comme si ce mec étrange n'était pas en train de nous raconter n'importe quoi. Merci à toi, Major FC pour le Prime. Nous trouvons SimCity. Eh ben SimCity pour moi c'est pas du tout. Enfin, je jouais pas sur Super NES. Qui, depuis, passe son temps enduit de béton. Oh là là. En 3e position, voici le grand Street Fighter 2 Turbo sur Super NES. Lorsque Christophe le découvrit, il changea de nom pour s'appeler Chris Fighter 2. Petit et chétif, Chris, le petit scarabée de l'émission, est maintenant si fort à ce jeu. Avant Christophe Rage, ils avaient fait cette blague. Qu'il a réussi à obtenir sa ceinture noire par correspondance. Incroyable, oh là là. Extraordinaire. Voilà, ça, mais c'est vrai que c'était fou quoi. Deuxième n'est autre que Zelda Game Boy. Et qu'est-ce que c'est beau hein. Comme vous l'entendez, Ugly n'en est toujours pas revenu et s'habille en collant avec un chapeau sur la tête pour y jouer sur Game Boy. Ah ils le sont. D'après les dernières nouvelles, il faudrait 1 mois minimum pour le finir. Le jeu, pas Ugly. Quel chef-d'œuvre. Et c'est tellement un chef-d'œuvre Link's Awakening que tu peux le ressortir sur Switch en 2021, je sais plus. Tu peux le sortir dans les années 2020-2010. Inchangé dans ce qu'il raconte et dans ce que... juste en un peu plus joli. Et les gens te disent quand même que c'est un chef-d'œuvre. Premier du top, Super Bomberman sur Super NES se retrouve à une place bien méritée. Ah ouais. Jamais les petits bonhommes poseurs de plus bombes que Link's Awakening. J'aime bien Super Bomberman, c'est une très bonne version de Bomberman. On a laissé tomber les manettes de ses machines préférées pour s'emparer d'un énormément, paddle SNES j'ai pas joué énormément à des Bomberman, mais plus qu'un bon jeu. Ce jeu est une légende. Mais Link's Awakening quand même les gars. Pas le rater. Et pour finir, voici les previews, un petit aperçu de ce qui vous attend sur vos consoles préférées dans les semaines ou les mois derrière, c'est quoi? C'est Equinox? Enfin, c'est Splatterhouse, ça c'est Mickey Magical Quest, ça c'est quoi? Ah, ça va trop vite! Preview!
FBI. Et voici les purement previews FBI. avec un sublime jeu d'arcade réflexion Solstice 2 sur Super NES. C'est ça, Equinox. La Également suite de appelé Solstice. Equinox, il tiendra en haleine les amateurs inconditionnels de prise de tête. À la vue des premières images, une chose est sûre, il a l'air grandiose. Moi j'en ai des souvenirs sympas, alors je sais, faudrait que j'y rejoue, ça je connais très peu. Enfin j'y ai un peu joué, mais je avec une classe toute particulière, l'effet de rotation. J'en ai des souvenirs sympas. C'est Reste vrai à qu'il y voir avait du mode l'intérêt 7. du jeu, mais il semble d'ores et déjà à la hauteur. Ça je connais pas. Dans First Samurai, vous incarnez un jeune guerrier japonais parti chasser un démon à travers différentes époques. Mélange de beat'em up et de plateforme, ce jeu possède un indéniable charme. Il se révèle plutôt rigolo à jouer. Malheureusement, on se rend compte après quelques minutes que la réalisation de First Samurai n'est pas toujours à la hauteur de ses objectifs. Et puis l'intérêt de ce jeu n'est pas encore prouvé. Quoi qu'il en soit, test complet dans une prochaine émission. Alors jamais vu, je ne sais même pas, je sais connaissais pas du tout. Basket baston, genre Basket Fighter 2, eh bien vous en avez la possibilité avec NBA Jam sur Super NES. Ce jeu d'une jouabilité démoniaque sortira au mois de janvier. Il recèle un nombre de coups incroyables que je vous laisse admirer. À bientôt. Ça c'était vraiment cool. Ça faudra qu'on y joue avec Panda, ça. Je pense que ça peut le faire marrer. Shoot'em up aux couleurs acidulées. Ah c'est super, Pop and Twinbee était attendu depuis un bon moment dans notre beau pays. Comme on disait. Grandiose béatitude et folle exaltation, le voici enfin. Première grande qualité, vous pouvez jouer à deux, et en même temps. Un avantage non négligeable. Le jeu lui-même tient du jeu de tir des plus classiques. Vous traversez différents niveaux, combattez des boss, tout est normal. C'est au niveau de la réalisation que Pop and Twinbee se démarque de la plupart des jeux du même type. Vous aurez rarement eu l'occasion d'admirer des graphismes aux couleurs aussi chatoyantes, d'affronter des ennemis aussi délirants et originaux, d'écouter des musiques aussi entraînantes. En fait, le seul défaut que l'on puisse trouver à ce jeu, c'est sa facilité. Un joueur, même moyen, peut le terminer sans problème. Mais puisque c'est là l'unique déception que nous apporte Pop and Twinbee, nous pouvons tout de même lui accorder la note réalisateur de 90%. Là, ça m'a fait chatoyer aussi, hein, mais c'était pas si facile que ça non plus, Cyril. Là, t'es chaud, mais... Non, c'est pas genre Fantasy Zone. Enfin, dans l'ambiance, oui, ça ressemble parce que c'est des petits designs mignons qui contrastent justement avec le genre du shoot d'habitude qui met en scène des vaisseaux spatiaux qui défoncent des Stromons ou d'autres robots. Mais par contre, Fantasy Zone, c'est horizontal et ça se joue pas pareil parce que tu peux aller à droite et à gauche si je ne m'abuse dans Fantasy Zone. Anecdote d'ailleurs, c'est Opa Opa, c'est ça le vaisseau de Fantasy Zone. Ça devait être, je crois, une des mascottes de Sega. Avant Alex. Si le seul jeu qui soit actuellement capable de concurrencer le grand Street Fighter 2, voici Teenage Mutant Ninja Turtles The Tournament Fighter sur Super NES. En résumé, cela se présente comme Street Fighter 2, si ce n'est que l'environnement et tous les personnages proviennent de l'univers des Tortues Ninja. Mais bien sûr, sa principale originalité reste les coups, qui sont différents pour chaque personnage. Round 1. Fight! Les coups sont tout à fait nouveaux. Les Tortues Ninja utilisent leurs armes habituelles, c'est-à-dire des bâtons, le nunchaku et autres sabres. Les graphismes et les décors sont excellents et la jouabilité proche de celle de Street Fighter, avec en plus un coup spécial très puissant que vous ne pourrez utiliser comme dans Fatal Fury 2 au dernier moment si vous êtes sur le point de perdre. Je vous laisse les regarder. Moi, je vous avoue qu'en rejoignant à ça, parce que j'y ai rejoué récemment du coup avec mon ami Gilles Stella dans un de nos précédents lives, j'ai été surpris par la qualité de ce jeu en fait, qui est pas un Street Fighter non plus, faut pas déconner quoi, mais qui est complètement honnête, je trouve. Le VS Fighting Power Ranger était très valable par contre. Bah, moi je sais pas, Fabri Potard, t'as pas l'air de kiffer le jeu Tortue Ninja. Est-ce que tu y as rejoué récemment? Parce qu'en fait ça va, ça tient debout. Alors c'est pas on doit se taper le cul par terre, hein, mais ça tient debout. C'est un jeu de combat qui est correct en fait en vrai. Sur Super NES. Hein. Les coups sortent, tu vois, ça... Wow, super combo. Jouable, très réussi, très dur en mode un joueur et complet au niveau des options, Tortue Fighter mérite bien la note télévisateur de 91%. En avant pour une première série de boss de Rocket Knight Adventure, l'un des meilleurs jeux d'action de la Mega Drive. Oui, ok. Car des boss dans Rocket Knight, il y en a, alors on y va.
Au monde 1, l'insecte lance des boules épineuses. Évitez-les et détruisez la mine rouge pour vous libérer le chemin. Attendez ensuite le retour de l'insecte, mais attention à sa queue. Excellent celui-là, c'était vraiment cool. Bon, j'en ai déjà parlé parce qu'on a déjà vu des images de Rocket Knight il y a pas longtemps. Mais vraiment excellent. Gunstar Heroes, ouais, un peu dans le parce que tu penses à de l'action un peu, le monde un peu frénétique. Ouais, carrément par un boss. Pas mal, non? Regardez, c'est lui. Et il est pas beau. Il était hyper varié en fait. T'avais plein de trucs par tous les niveaux. Je vais baisser un peu le son pour m'entendre mieux. Et tous les niveaux, t'avais des trucs différents à faire, etc. C'était ce genre de... qui moi me faisait même presque penser, alors vous allez me dire rien à voir, mais à Hard Corps. Vous voyez les jeux Mega Drive où à chaque niveau t'as un nouveau truc et ça s'arrête pas en fait, et tu pars et t'as l'impression de vivre une aventure. C'était genre Mad Max Fury Road, genre où ça s'arrête jamais. On passe au niveau de la mine. Mais toujours avec des nouvelles idées. Mettez-vous le plus à droite possible et défendez-vous. Ce boss ne devrait pas faire long feu. Mais ça n'est pas fini, car arrive maintenant par la droite un autre train. Cette fois, celui-ci lance des boules meurtrières. Oui, le jeu qu'on est en train de voir, c'est Rocket Knight Adventures, qui a été appelé dans un précédent épisode de Télévisateur 2 Rocket Knight Avengers. Donc vous pouvez aussi l'appeler Rocket Knight Avengers. Zigzaguer pour les éviter et frapper en reculant. Tu devrais streamer ce jeu, Karim, c'est un chef-d'œuvre. Ah oui, pourquoi pas, ouais. Ça, c'est vraiment, il est excellent. Faudrait que je m'entraîne, j'aimerais bien. Ça, c'est le genre de jeu, parce que pour tout vous dire, j'ai déjà fait un live sur Contra 3 et j'ai pas battu le dernier boss, donc je suis un peu saoulé. C'est pas grave. Mais j'aurais adoré vous faire Hard Corps, parce que c'est incroyable à regarder un let's play de Contra Hard Corps sur Mega Drive. Je sais pas si vous connaissez cette version-là, donc c'est Contra. Mais à regarder, c'est fou, parce que ça s'arrête jamais. Genre, c'est vraiment, à chaque fois, il y a des trucs différents, les niveaux, ils évoluent dans tous les sens, il y a des ennemis partout, ça pète et tout. Et quand t'es fort à Contra Hard Corps, tu peux offrir un vrai pur spectacle de jeu de ouf. Genre, vraiment, c'est vraiment fun à regarder, quoi. Et du coup, j'avais commencé à m'entraîner un petit peu sur Hard Corps il y a quelques années, mais après, je laissé tomber parce que j'avais d'autres trucs, enfin, j'avais pas le temps, en fait. Mais ça, c'est typiquement le genre de jeu que j'aimerais vous tracer en ligne droite et vraiment essayer de gérer le jeu pour vous montrer que c'est cool, quoi. Voilà une astuce pour la forêt de pics du niveau suivant. Ici même, regardez. À cet endroit, laissez-vous happer et utilisez le turbo, il fallait le savoir. Pour le crabe géant, c'est facile. Commencez par dégommer ses pinces en restant bien à droite et en faisant attention au courant, puis visez les yeux. Bravo. Pause. Alors, les arcades me disent que le Tool Assist Speedrun était fou du jeu, donc tu parles de Hard Corps, j'imagine. Même le speedrun tout court. Hein. Le speed, c'est fou à regarder. À très bientôt dans Télévisateur 2 pour d'autres boss de Rocket Knight Adventure. Et voilà, c'était notre dernier épisode, puisque ça fait 3h16 que l'on stream, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est vraiment plutôt pas mal. Bon, voilà. Donc, je reviens en plein écran pour vous souhaiter un petit au revoir, vous dire un ciao, bye bye. Je vais juste voir, parce que je pense que notre ami Sébastien devrait être en train de streamer du mystère, parce que c'est le cas. Est-ce que c'est le cas, Sébastien? Est-ce que tu es dans la place? Est-ce que tu es en train de streamer du mystère, mon gars? Je pense que oui. C'est ce qu'il fait. Il aime bien streamer du mystère, Sébastien. Mais oui, il est en train de streamer. Donc je vais raid Sébastien. Vous lui faites des gros bisous de ma part. Vous lui dites que je l'aime. Et nous, on se retrouve après-demain, jeudi, pour de nouvelles aventures, sûrement encore du rétro, sûrement encore du truc. Merci encore à HelloFresh pour la sponsor, pour la bouffe aussi, parce que du coup, je vais manger gratos aussi. Ça fait super plaisir. Et on se retrouve à tout bientôt. Je vous fais des grosses bises. Vous faites attention à vous. Vous allez voir des choses incroyables avec Sébastien, je pense, ce soir. Et on se retrouve jeudi. À tout bientôt. À ciao, ciao. Bye, bye. Non, vous vous êtes bien fait avoir, puisque encore une fois, j'oublie qu'il faut cliquer 2 fois sur ce truc. Donc, je la refais. Vous allez retrouver Sébastien. Il est super sympathique. Vous lui faites des gros bisous de ma part. Vous lui dites que je l'aime. On se retrouve après-demain. À ciao, ciao. Bye, bye.